Il se rendit donc aussitôt à son hôtel, et se fit annoncer. Les deux seigneurs se saluèrent poliment, car s'il n'y avait pas amitié entre eux, il y avait du moins estime. Tous deux étaient gens de cœur et d'honneur, et comme monsieur de la Trémouille protestant, et voyant rarement le roi, n'était d'aucun parti, il n'apportait en général dans ses relations sociales aucune prévention. Cette fois néanmoins, son accueil, quoique poli, fut plus froid que d'habitude. « Monsieur, dit monsieur de Tréville, nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre, et je suis venu moi-même pour que nous tirions de compagnie cette affaire au clair. »« Volontiers, répondit monsieur de la Trémouille, mais je vous préviens que je suis bien renseigné, et tout le tort est à vos mousquetaires. Vous êtes un homme trop juste et trop raisonnable, monsieur, dit monsieur de Tréville, pour ne pas accepter la proposition que je vais vous faire. Faites, monsieur, j'écoute. Comment se trouve monsieur Bernajoux, le parent de votre écuyer? Monsieur, fort mal. Outre le coup d'épée qu'il a reçu dans le bras, et qui n'est pas autrement dangereux, il en a encore ramassé un autre qui lui a traversé le poumon, de sorte que le médecin en dit de pauvres choses. Mais le blessé a-t-il conservé sa connaissance? Parfaitement. Parle-t-il? Avec difficulté, mais il parle. Eh bien, monsieur, rendons-nous près de lui, adjurons-le, au nom de Dieu devant lequel il va être appelé peut-être de dire la vérité. Je le prends pour juge dans sa propre cause, monsieur. Et ce qu'il dira, je le croirai. Monsieur de la Trémouille réfléchit un instant, puis comme il était difficile de faire une proposition plus raisonnable, il accepta. Tous deux descendirent dans la chambre où était le blessé. Celui-ci, en voyant entrer ces deux nobles seigneurs qui venaient lui faire visite, essaya de se relever sur son lit, mais il était trop faible et épuisé par l'effort qu'il avait fait. Il retomba presque sans connaissance. Monsieur de la Trémouille s'approcha de lui et lui fit respirer des sels qui le rappelèrent à la vie. Alors monsieur de Tréville, ne voulant pas qu'on pût l'accuser d'avoir influencé le malade, invita monsieur de la Trémouille à l'interroger lui-même. Ce qu'avait prévu monsieur de Tréville arriva. Placé entre la vie et la mort comme l'était Bernajoux, il n'eut même pas l'idée de taire un instant la vérité, et il raconta aux deux seigneurs les choses exactement telles qu'elles s'étaient passées. C'était tout ce que voulait monsieur de Tréville. Il souhaita à Bernajoux une prompte convalescence, rentra à son hôtel et fit aussitôt prévenir les quatre amis qu'il les attendait à dîner. Monsieur de Tréville recevait fort bonne compagnie, toute anti-cardinaliste d'ailleurs. On comprend donc que la conversation roula pendant tout le dîner sur les deux échecs que venaient d'éprouver les gardes de son éminence. Or, comme D'Artagnan avait été le héros de ces deux journées, ce fut sur lui que tombèrent toutes les félicitations. Qu'Athos, Porthos et Aramis lui abandonnèrent non seulement en bons camarades, mais en hommes qui avaient eu assez souvent leur tour pour qu'ils lui laissassent le sien. Vers 6 heures, monsieur de Tréville annonça qu'il était tenu d'aller au Louvre. Mais comme l'heure de l'audience accordée par sa majesté était passée, au lieu de réclamer l'entrée par le petit escalier, il se plaça avec les 4 jeunes gens dans l'antichambre. Le roi n'était pas encore revenu de la chasse. Nos jeunes gens attendaient depuis une demi-heure à peine, mêlés à la foule des courtisans, lorsque toutes les portes s'ouvrirent et qu'on annonça Sa Majesté. À cette annonce, D'Artagnan se sentit frémir jusqu'à la moelle des os. L'instant qui allait suivre devait, selon toute probabilité, décider du reste de sa vie. Aussi ses yeux se fixèrent-ils avec angoisse sur la porte par laquelle devait entrer le roi.